d'emploi, l'équilibre de la balance de paiement, les infrastructures que génère l'industrie minière, et puis, bien évidemment, de capter la technologie et le savoir. Alors, juste pour précision, ma conférence, c'est exprès, elle va vous sortir un peu du cadre de la géologie, de la géoscience, pour s'inscrire dans la géologie appliquée, dans la place de la géologie dans l'industrie minérale en général. Là, vous avez un modèle conceptuel pour montrer combien l'industrie minière est capitalistique, d'abord, mais aussi génératrice de valeur in fine. Un modèle conceptuel pour un gisement avec 2 millions d'onces de réserve et une teneur de 2 grammes à la tonne, pour une capacité annuelle de 3,5 millions de tonnes, une production de 200 000 onces, c'est un gisement d'or, c'est basé sur un cas concret, un cash cost de 600 $ l'once. Alors pour découvrir ce gisement-là, ça vous prend 60 millions de dollars. Répartis, je ne rentrerai pas dans le détail pour une question de gestion de temps, mais je me limiterai à cette première colonne. Entre 16 millions de dollars de salaire, 20 millions de dollars de services, 4 millions de dollars de taxes. Sa construction demande 250 millions de dollars, à peu près 2 milliards 500 millions de dirhams. Et vous voyez dans la troisième colonne la répartition de la valeur générée. Ça, c'est un... Sans parler des retombées en termes de technologie et d'économie alternative. Aussi, pour vous dire que, oui, nous sommes entre géologues, mais dans notre métier, on a des interactions avec un monde de compétences. Là, vous avez un monde de compétences et de joueurs. Et vous avez une liste qui n'est pas exhaustive des intervenants ou des joueurs dans le domaine de l'industrie minière en manière générale et des intervenants indirects comme les assurances, les banques, les universités et les instituts de recherche. Alors, aujourd'hui, l'industrie minière fait face à plusieurs challenges, mais le plus important, c'est celui-là. Le plus important, c'est illustré par le graphe que vous avez à droite. Vous avez les découvertes projetées pour les 15 ou les 16 prochaines années. Vous avez la production mondiale qui tient compte de la croissance démographique et tous les autres paramètres. Et vous avez, si on ne fait rien, si on est passif, le déclin des durées de vie des mines dans l'état actuel des réserves, en tenant compte bien évidemment de ces deux ratios qui sont les découvertes et les productions. Et vous voyez bien que dans 15 ans, dans 16 ans, la durée de vie passe en deçà de la barrière des 15 années de durée de vie d'exploitation. Et 15 ans, c'est rien du tout. 15 ans, c'est demain. Quand on sait que les plans stratégiques de certains pays vont au-delà de 50 ans ou même d'un siècle. Ça, c'est pour illustrer un peu le slide précédent. Dans 2030, on sera 8,5 à 9 milliards de personnes sur la planète. On fera face à la rareté de la ressource, l'eau, bien évidemment, la pauvreté et les changements climatiques. Et c'est dans ce cadre-là que nous considérons l'industrie minière dans une dynamique plutôt globale et intégrée. Il ne faut pas que j'oublie de gérer mon temps. Alors,
aussi, il y a une nouvelle tendance sur un plan économique, aujourd'hui, par les changements de mentalité, par les exigences de la société civile, partout dans le monde, à commencer par les pays miniers d'ailleurs, l'Australie, le Canada, les États-Unis et tout autre, pour dire que des modèles comme ça, développés par Ricardo en 1962 et par Garneau et Ross en 1975 et 1983, sont révolus, des modèles linéaires. Et aujourd'hui, nous avons tendance plutôt à s'inscrire dans des modèles économiques plutôt circulaires, avec au cœur de la réflexion, le développement régional et la création de la valeur à toutes les parties prenantes, avec éventuellement la composante environnementale qui aujourd'hui devient une opportunité ou doit devenir une opportunité. Et c'est là où on verra tout à l'heure, si j'ai le temps de vous présenter un exemple, le recyclage des rejets anciens et actuels devient une opportunité de croissance et de développement. J'aurais fini avec la première partie de ma présentation et je vais passer au processus de développement minier proprement dit. Et là, je commencerai par dire que c'est une question de stratégie de l'entreprise dans un premier temps, puisque la plupart des entreprises aujourd'hui se situent au cœur du slide ou du schéma que vous avez sur le slide, c'est-à-dire en se fixant sur la performance opérationnelle et sur la croissance organique. Je parle d'aujourd'hui, contrairement aux décennies précédentes. Le développement de nouveaux projets et les développements externes sont aujourd'hui un peu délaissés et c'est une affaire que l'industrie minière est en train de payer et le paiera encore plus cher demain. À droite, vous avez les différents types de stratégies qui vont avec ce type de développement. Bien évidemment, pour la performance opérationnelle, il s'agit de renouveler les réserves et de maintenir l'activité comme telle en assurant la rentabilité nécessaire. Quand on fait de la croissance organique, on adopte la stratégie de l'exploration brownfield et c'est la stratégie commune des grands groupes miniers aujourd'hui. Mais quand on veut développer de nouveaux projets, c'est de l'exploration greenfield. Et là, malheureusement, et c'est quelque chose que j'ai partagé aussi, j'ai donné une conférence à la MENAL en octobre dernier, j'ai beaucoup insisté sur ce point-là et plusieurs intervenants étaient d'accord, c'est que les sociétés juniors qui sont le leitmotiv de cette exploration greenfield et qui sont à l'origine de la découverte de 40% de réserves mondiales sont en déclin et c'est elles qui normalement font ce type de travaux, en l'occurrence l'exploration greenfield. Pour le développement externe et les nouvelles filières, bien évidemment, c'est des acquisitions et la recherche et développement. Mais comme je l'ai dit au tout début, c'est une question de stratégie de l'entreprise. Pour ce qui est des phases du développement minéral, ça commence par l'exploration, le développement, la construction et les opérations. La phase d'exploration commence par l'évaluation d'opportunités. C'est de l'argent, c'est le temps, c'est les ressources humaines. Il faut bien savoir ce qu'on cherche et ce qu'on veut. Et c'est orienté par des scoping studies ou des études d'orientation pour décider d'aller vers le développement ou pas. Le développement lui-même commence par des études de préfaisabilité. Tout est question de discipline d'allocation du capital avant de passer à l'étude de faisabilité. Et c'est l'étude de faisabilité qui va dicter la décision de lancer le projet ou de le mettre en portefeuille. Et une fois le projet est lancé, on garde toujours un risque qui est évalué entre 15 et 20%, que la construction, qu'on n'ait pas atteint les objectifs assignés à l'étude de faisabilité proprement dite. Donc là, il y a toujours des allers-retours pour améliorer la performance du projet.
Bon, là, c'est juste pour illustrer que dans le détail, c'est tout un labyrinthe, c'est un circuit décisionnel, hein, c'est avec des filtres secondaires et majeurs. Et vous voyez que ce qui est en rouge, c'est le passage d'une phase à une autre qui nécessite le maximum de précision et de décision collégiale. Des critères et règles de passage d'une phase à une autre qui sont bien définis aussi, de la phase d'orientation à la phase de préfaisabilité, de la préfaisabilité à la faisabilité et de la faisabilité à la construction. Et on le verra dans un slide qui va venir, les investissements augmentent de manière exponentielle. Ce qu'on investit en phase d'exploration sont multipliés par 10 quand on passe à la phase de l'étude de faisabilité et peut-être par 100 quand on passe à la phase de construction. Processus d'estimation des ressources et des réserves, je suis obligé de zapper certains slides, mais là vous voyez que vous pouvez voir que c'est ou pluridisciplinaire. Alors, ça fait appel à plusieurs compétences de laboratoire, de géostatistique, de géotechnique, d'hydrogéologie, d'ingénierie, d'économie, de juridique, social, d'environnement, et ça suit bien évidemment des standards, et ça doit répondre à des normes internationales, que j'en cite quelques-unes, celles qui sont reconnues aujourd'hui sur les places financières, la JORC en Australie, l'AINI 4301 au Canada, l'IMEC et d'autres. J'ai oublié de dire tout à l'heure, et là c'est en voyant CIM du Canada qui me fait penser à ça, que tout à l'heure j'ai dit que ces journées géologiques ne sont pas une finalité en soi, je le dis en connaissance de cause, puisque avec la direction de la géologie et les conseillers du ministre, nous sommes en train de travailler sur plusieurs projets, et notamment l'instauration des normes marocaines, mais bien au-delà, nous sommes en train de travailler sur la création d'une branche d'ICM Canada au Maroc. C'est un projet qui est assez bien avancé. Nous sommes à la veille de l'Assemblée générale pour la création de la filiale ou de la branche. Alors maintenant, on a parlé de l'exploration, on a vu le processus de développement, on a vu le processus d'estimation